L'infoclimat du 8 novembre 2017, CICADAP. Tout d'abord un point du climat de notre début d'automne 2017. Nous avons eu au mois d'octobre des nuits particulièrement douces, avec une température au lever du jour qui est celle qu'on rencontre habituellement au mois d'août. En contraste, au mois de novembre, nous avons déjà des gelées matinales parfois très froides dans le centre de la France. Ce mois d'octobre est marqué par une sécheresse particulièrement dramatique sur l'ensemble du territoire et spécialement dans le sud-est de la France. L'impact des vents lorsqu'il y a une telle sécheresse se traduit en érosion éolienne. Ici, nous sommes dans le Poitou. Associée à la douceur, elle peut se traduire aussi en attaques de ravageurs qui vont épuiser les arbres et les faire mourir peu à peu. À la mi-octobre, le cyclone Ophélia, un cyclone tropical, est remonté jusqu'en Europe, ce qui est un phénomène exceptionnel. L'effet de ce cyclone a été d'aspirer les fumées des incendies qui avaient eu lieu au même moment au nord de l'Espagne, en Galice. Tout l'ouest de la France était couvert par un voile jaune et une odeur de fumée qui flottait dans l'air. Les incendies de cette période étaient dus à la sécheresse bien sûr et aux vents qui ont attisé la moindre étincelle. Quelques jours avant, à Santa Rosa, en Californie, des dégâts considérables ont été générés par des incendies là aussi. On voit ici que la Nouvelle-Calédonie était elle aussi soumise à un risque d'incendie extrêmement élevé. Partie 2, les signes concrets de l'urgence pour l'humanité. Sur le nucléaire d'abord, avec la loi sur la transition énergétique d'août 2015 qui est remise en cause actuellement par le gouvernement. L'association d'experts Negawatt a communiqué hier à ce sujet. Yves Marignac, que vous pouvez suivre sur Twitter, estime que tout est possible encore pour réguler un parc en deçà des 40 ans de vieillissement des centrales. À suivre aussi sur Twitter, c'est Paul No qui vous donnera des éléments sur le coût des énergies, en particulier le positionnement très favorable du photovoltaïque actuellement. COP23 cette année à Bonn en Allemagne, 25 000 personnes militaient pour la prise en compte des enjeux climatiques. Impressionnante mobilisation de plus de 4 500 activistes qui ont marché vers la mine de charbon de Ambach. Cette mine est dotée de plusieurs excavatrices géantes qui rognent la montagne. La mise en place de l'accord du CETA ces dernières semaines correspond à l'entrée en vigueur d'un système toujours plus dérégulé. Avec la question du glyphosate, c'est tout le système agro-industriel qui est remis en cause car il appauvrit les paysans, met en danger la santé des consommateurs et perturbe profondément l'environnement. Un autre système est tout à fait envisageable. La bulle financière dans laquelle les bourses se trouvent actuellement est une situation qui ne connaît pas de précédent, très supérieure à celle qui précéda la crise de 2008. Autre temps fort de l'actualité ces jours-ci, un coup de flash sur l'évasion fiscale à grande échelle. Un système dans le système. Il devient évident que ce système, à force de favoriser les plus riches et les multinationales, court à sa perte. Impliquées au quotidien dans la vie des gens, les associations n'ont plus les moyens d'assurer leur mission. Tous les signaux sont au rouge et cette situation d'effondrement semble inéluctable. Vincent Mignereau nous indique que c'est bien vers l'agriculture qu'il faudra orienter en premier lieu nos efforts pour faire face à cette situation. Je pense que la principale affaire, la plus urgente, qui est déjà entamée d'ailleurs par des personnes dont on recueille les témoignages, c'est l'agriculture. Et de façon non naïve. Un exemple, je qualifie dans mon dernier bouquin les personnes qui se lancent dans la permaculture, par exemple, ou qui quittent la société de quelque façon que ce soit, pour tenter quelque chose de nouveau, de héros. Vraiment. Parce que c'est prendre des risques considérables pour des tas de raisons. Et beaucoup se lancent dans une permaculture qui peut être, alors il y a plein de mythologies, de fantasmes autour de la permaculture, mais ça peut être quelque chose à travailler, aucun problème. Maintenant, se lancer dans la permaculture sur une zone X en France,
c'est 3, 4, 5 ans pour arriver à obtenir des résultats. Première chose, le climat, lui, aura changé. Il change très vite. Il n'est pas sûr du tout que ces résultats à 3, 4, 5 ans soient stables. Et en parallèle de ça, dans les décennies qui viennent, peut-être plus rapidement, la civilisation peut tomber. En particulier l'approvisionnement en énergie et en gaz pour faire des engrais et des pesticides. Une petite aire en permaculture au milieu de milliers d'hectares d'agriculture intensive ou d'un pays complet dont la dominante est l'agriculture intensive, si cette agriculture intensive s'effondre, tout l'écosystème de la permaculture change d'un coup. Et vous avez des gens qui viennent taper à votre porte pour récupérer vos tomates. Déjà ça, mais en plus, ce qui aura été obtenu en perma pourra être totalement perdu parce qu'un parasite nouveau qui ne sera plus soumis aux pesticides du voisin qui était en industrie va réémerger et ravager votre propre culture en perma. Autrement dit, vraiment aujourd'hui, ce qu'il faut engager, c'est une pensée de la complexité. C'est ça. C'est d'ailleurs la philosophie de la permaculture. À signaler aussi toute une réflexion dans le travail de mémoire de Pierre Lacroix qui imagine quelle pourrait être la situation après cet effondrement qui risque d'arriver dans les temps prochains. Voilà, je vous laisse découvrir toutes ces références dans les liens que je vous propose juste au-dessous de cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ce contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, le mois prochain. À bientôt.